Donc on va reprendre la deuxième partie de la deuxième séance de nutrition carbonée, de physiologie végétale. Je rappelle ce que nous avions déjà vu dans la première partie de cette deuxième séance. On avait parlé des pigments photosynthétiques, les chlorophylles et les caroténoïdes. Nous avons passé en revue leur structure, mais également leurs principales propriétés, à savoir leur capacité d'absorber la lumière. Alors, toujours dans cette partie consacrée aux pigments photosynthétiques, tous ces pigments photosynthétiques, on peut les classer en deux catégories. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les pigments primaires. Ce sont les pigments de chlorophylle A. On les qualifie de pigments primaires parce qu'ils participent de manière directe au processus photochimique de la photosynthèse. C'est-à-dire que ce sont ces pigments de chlorophylle A qui permettent le déclenchement des réactions chimiques qui sont liées à l'absorption de la lumière. Puis ensuite, tous les autres pigments, c'est-à-dire les chlorophylles, les chlorophylles B et les caroténoïdes, ce sont des pigments accessoires, ce sont des pigments qui captent et qui absorbent la lumière, et donc l'énergie, et qui transfèrent cette énergie à la chlorophylle A, donc le pigment primaire. Alors tous ces pigments, les chlorophylles A, les chlorophylles B et les caroténoïdes, tous ces pigments sont organisés en photosystèmes. C'est-à-dire que je rappelle que les pigments ils sont localisés au niveau de la membrane des thylakoïdes, mais ils ne sont pas localisés de manière individuelle. Ils sont toujours sous forme d'ensemble, et cet ensemble, on l'appelle un photosystème, qui peut contenir jusqu'à 2000 molécules de pigments ensemble. Donc si on regarde ici un schéma très simplifié d'un photosystème, on reviendra sur le détail donc, de ces photosystèmes. Si on reprend donc ce schéma très simplifié du photosystème, on voit qu'il est formé donc d'un certain nombre de molécules, qui peut contenir jusqu'à 2000 molécules de pigments, et dans lequel donc on a toutes les molécules de pigments, les chlorophylles A, les chlorophylles B, les xanthophiles, les carotènes. Et donc, nous avons, lorsqu'un pigment de ce photosystème absorbe donc, la lumière, il absorbe une certaine quantité d'énergie, cette énergie va être transférée de molécule à molécule jusqu'au centre de ce photosystème. Dans le centre de ce photosystème, on a ce qu'on avait appelé les pigments primaires. On a le pigment de chlorophylle A. On va voir dans les cours suivants que nous avons deux pigments, une paire de chlorophylle A, et donc ce centre de ce photosystème, on l'appelle le centre réactionnel, et donc il est formé de deux molécules de chlorophylle A. Donc toute l'énergie qui est captée par les autres molécules, les pigments accessoires, toute cette énergie va être focalisée et va être transmise jusqu'à la chlorophylle A du centre réactionnel. Et donc, cette transmission se fait donc sans perte de molécule à molécule jusqu'à ce que cette énergie arrive à la chlorophylle A du centre réactionnel. Justement, donc, on va parler de cette absorption de la lumière par les pigments photosynthétiques. Comment se fait, par quel mécanisme, donc, les pigments vont pouvoir absorber cette lumière. Alors, dans un pigment, qu'est-ce qui absorbe la lumière? Ce sont les électrons des doubles liaisons conjuguées. Et quand on dit double liaison conjuguée, ce sont les deux doubles liaisons qui se suivent dans une molécule, mais qui sont séparées par une liaison, une simple liaison. Quand nous avons par exemple ici deux doubles liaisons dans la deuxième partie du schéma, deux doubles liaisons mais qui sont séparées par deux simples liaisons, ce ne sont plus des doubles liaisons conjuguées. Donc les doubles liaisons conjuguées, ce sont deux doubles liaisons qui sont distancées, qui sont séparées par une simple liaison. Donc ce sont les électrons de ces doubles liaisons conjuguées qui permettent donc d'absorber l'énergie. Et donc, quand un pigment absorbe de l'énergie, il devient un pigment excité, ou ce qu'on appelle tout simplement un excitant. Cet excitant qui a une durée de vie extrêmement brève, 10-9 secondes. C'est-à-dire que le pigment va absorber une certaine quantité d'énergie. En 10-9 secondes, il va la libérer pour la transmettre à un autre pigment.
Donc le pigment qui a capté de l'énergie, de la lumière, donc c'est un pigment qui est excité et donc il passe par une étape d'excitation. Donc à l'obscurité, quand il n'y a pas de lumière, le pigment il est dans un état de faible énergie. Il est dans un état, ce qu'on appelle l'état fondamental S0. C'est-à-dire que l'électron de la double liaison, les électrons de leur double liaison, des doubles liaisons de ce pigment, ils sont sur une orbitale de faible énergie, c'est-à-dire ils sont autour de l'atome et ils sont dans une orbitale, ils tournent autour du noyau dans une orbitale de faible énergie. Quand ce pigment va absorber de la lumière bleue qui est une lumière donc de faible longueur d'onde et donc de forte quantité d'énergie, donc quand un pigment absorbe de la lumière bleue, il va passer, donc bien sûr, les électrons des doubles liaisons conjuguées vont passer sur une orbitale supérieure, c'est-à-dire ils vont capter une certaine quantité d'énergie, ils vont passer dans un état excité supérieur, cet état excité supérieur, on l'appelle l'état S2. Donc, l'état fondamental S0, le pigment quand il est dans un état fondamental, l'électron il est dans une orbitale de faible énergie. Quand il va prendre de l'énergie, donc il va être chargé d'énergie, il va passer dans dans une autre orbitale de forte énergie. C'est ce qu'on appelle l'état activé ou l'état excité. Mais très rapidement, en 10-9 secondes, donc il va revenir à son état normal, à son état fondamental. Donc on va reprendre ça par un graphe. Donc quand le pigment est à l'obscurité, donc s'il n'y a pas de lumière, il est dans un état S0. Quand il absorbe une quantité d'énergie, par exemple de la lumière bleue qui contient une certaine quantité, une assez grande quantité d'énergie, il passe à l'état S2, donc c'est un état énergétique supérieur. Maintenant, si le pigment absorbe de la lumière rouge, donc alpha 1 rouge, ici, donc je rappelle, la lumière rouge a une longueur d'onde supérieure à 600 nanomètres, entre 600 et 700 nanomètres, c'est-à-dire une grande longueur d'onde, c'est-à-dire donc une faible quantité d'énergie. Donc quand le pigment absorbe une moins forte quantité d'énergie que lorsqu'il absorbe de la lumière bleue, il va se mettre dans un état intermédiaire entre 0 et S2, c'est-à-dire l'état S1. Donc l'état S1, c'est un état où le pigment a absorbé de la lumière rouge. L'état S2, c'est l'état dans lequel le pigment a absorbé une grande quantité de lumière correspondant à la lumière bleue. Donc après cette étape d'excitation, le pigment va passer, puisque l'état excité est un état extrêmement instable, et donc le pigment va revenir à son état normal, ça s'appelle la désexcitation. Donc le pigment va être désexcité. Et donc cette désexcitation, l'état S2, comme on l'avait dit, donc c'est un état instable. Donc le retour à l'état fondamental va se faire de manière progressive. D'abord, le pigment va revenir à l'état S1. Il va perdre une partie de son énergie. Donc pour passer de l'état S2 à l'état S1, donc une partie de cette énergie va être perdue sous forme de chaleur. Chaleur que, on le sait, donc c'est aussi donc une sorte d'énergie. Donc une partie de l'énergie qui a été captée par le pigment lorsqu'il a absorbé la lumière bleue va être perdue sous forme de chaleur et donc le pigment va se retrouver dans un état S1. Et puis ensuite, à partir de l'état S1, donc il va revenir en état S0, toujours à cet état fondamental S0. Soit que le pigment va perdre cette énergie sous forme de fluorescence. La fluorescence, c'est un type de lumière, donc c'est des photons de plus faible énergie. Soit que, donc en revenant à l'état S1, il va perdre une
partie, il va perdre donc la quantité d'énergie qu'il a eue, il va la perdre et il va la donner à une molécule de pigment proche, et ce transfert sans perte d'énergie, on l'appelle un transfert par résonance, c'est-à-dire que chaque pigment qui se retrouve en S1, il va revenir en S0 en donnant la quantité d'énergie qu'elle a eue, en la donnant au pigment qui est juste à côté, le pigment qui lui est proche. Le pigment qui lui est proche va également être excité, puis ensuite désexcité, et il va donner son énergie au pigment qui lui est proche, et ainsi de suite. Donc, l'énergie va être transférée de pigment à pigment sans perte, et donc ce type de transfert, on l'appelle donc un transfert par résonance. La troisième possibilité de retour à l'état fondamental, c'est la photochimie, c'est-à-dire que le pigment, lorsqu'il va perdre l'énergie, il va la perdre sous forme d'un électron. Et là, ce ne sont pas toutes les molécules qui sont capables de faire la photochimie, c'est uniquement des molécules spécialisées. Et ces molécules spécialisées, ce sont les chlorophylles A qui se retrouvent au centre réactionnel des photosystèmes. Vous vous rappelez quand on a vu le schéma du photosystème, un photosystème, c'est un ensemble de pigments qui peut contenir jusqu'à 2000 pigments, de molécules de pigments. Et donc, au centre de cette structure, au centre de ce photosystème, il y a deux molécules de chlorophylle A spéciales. Ce sont les seules molécules qui sont capables de, lorsqu'ils vont prendre de l'énergie, ils vont la donner, mais sous forme d'électrons. C'est pour cela d'ailleurs qu'on les a qualifiés de pigments primaires. Et ce sont ces pigments, c'est cette énergie donc, qui va être donnée sous forme d'électrons, qui va déclencher les réactions photochimiques que nous allons voir plus tard. Mais en attendant, on va ouvrir une petite parenthèse pour parler du spectre de la photosynthèse, le spectre d'action de la photosynthèse. Maintenant, donc, on va dire quelques mots sur ce qu'on appelle le spectre d'action de la photosynthèse. Qu'est-ce que le spectre d'action de la photosynthèse? C'est tout simplement, c'est un spectre, c'est une courbe qui manifeste ou qui exprime l'intensité de la photosynthèse, l'activité photosynthétique d'un organisme photosynthétique en fonction du type de lumière, c'est-à-dire en fonction de la longueur d'onde de la lumière. Donc, pour mesurer cette activité photosynthétique ou l'intensité de la photosynthèse, on la mesure à travers deux paramètres. Si on reprend l'équation globale de la photosynthèse, nous avons le CO2 qui donne le glucose et l'eau qui donne l'oxygène. Nous avons deux phénomènes qui se passent. Nous avons le phénomène du dégagement de l'oxygène, c'est-à-dire que donc on peut mesurer l'activité de la photosynthèse par le dégagement d'oxygène. Donc, lorsque nous avons une forte activité photosynthétique, nous avons bien sûr une grande quantité d'oxygène dégagé. Donc la quantité d'oxygène dégagé est proportionnelle à l'activité de la photosynthèse. Donc cette activité peut également être mesurée, appréciée par la quantité de CO2 consommée. Donc quand on a une grande quantité de CO2 consommée, ça veut dire que nous avons une forte activité photosynthétique. Alors cette expérience, on peut la faire par ce qu'on appelle l'expérimentation assistée par ordinateur, l'EXAO, c'est-à-dire on peut modéliser tout ça grâce à un ordinateur. Et la plante que nous testons donc, va être éclairée par un ensemble de plusieurs types de lumière, donc de différentes longueurs d'onde, bien sûr toujours dans le visible, puisque c'est la lumière visible qui est absorbée par les pigments photosynthétiques et qui va déclencher ce processus. Donc, le résultat donc, c'est le spectre d'action de la photosynthèse. Donc là, nous avons l'activité photosynthétique. Si je superpose cette activité photosynthétique avec donc, le spectre de la lumière, avec ses différentes couleurs, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'activité photosynthétique est maximale, elle est à 100% avec de la lumière bleue. C'est-à-dire, lorsque la plante a été éclairée par la lumière bleue,
son activité photosyntétique était maximale, était à 100%. Puis ensuite, cette activité photosyntétique diminue lorsque la plante est éclairée par la lumière verte. Il diminue également lorsque la plante est éclairée par la lumière jaune. Puis ensuite, cette activité photosynthétique va augmenter dans le rouge, quand la plante est éclairée par le rouge, pour atteindre des niveaux qui sont assez intéressants. On peut avoir jusqu'à 95% d'activité photosynthétique. Donc, le spectre d'action de la photosynthèse, nous avons deux pics. Un pic à 100% quand la plante est éclairée par la lumière bleue et un pic à peu près à 90-95% lorsque la plante est éclairée par la lumière rouge. Nous avons une très faible activité photosynthétique quand la plante est éclairée par la lumière verte et la lumière jaune. Donc c'est ce qu'on va mettre sur la conclusion. Donc en conclusion, on peut dire que l'activité photosynthétique est optimale, elle est maximale avec de la lumière bleue. Cette activité est moins importante, mais il reste très intéressante dans le rouge, puisqu'on peut avoir jusqu'à 90-95%. Par contre, à partir de 720 nanomètres, l'activité est pratiquement nulle, alors que nous avons une faible activité avec la lumière verte et la lumière jaune. Une, une application de cette notion, c'est par exemple pour les gens qui font de la culture de plantes ornementales, des cultures de plantes, lorsqu'ils font de la culture des plantes dans des locaux, c'est-à-dire à l'abri de la lumière. Donc les plantes, on n'est pas obligé on n'est pas obligé de les éclairer avec toute la lumière visible. On peut utiliser uniquement la lumière bleue. On est sûr d'avoir une bonne activité photosyntétique. Et bien sûr, qui dit activité photosynthétique dit une bonne croissance et un bon développement. Donc une plante qui fait 100% d'activité photosynthétique aura donc une croissance et un développement optimum. On peut également utiliser de la lumière rouge. La lumière rouge permet également donc d'avoir une activité photosynthétique très très intéressante. Donc les horticulteurs qui font donc la culture de plantes, donc ils ne sont pas obligés d'éclairer leurs plantes avec toute la lumière. Donc ils peuvent se contenter des lumières bleues et des lumières rouges.